Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau cockpit. Aujourd'hui, nous allons continuer l'épisode précédent qui traitait de l'entrepreneuriat en France. Donc, on va dire que ce cockpit s'intitule L'entrepreneuriat, est-ce une bonne chose en France? Partie 2, tout simplement. Parce que le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose. Déjà, il est toujours en cours. Donc, pourquoi pas, si cette vidéo fait suffisamment de bruit, peut-être que ça pourra relancer le projet, qui est au point mort aujourd'hui, malheureusement. Mais surtout, c'est un projet, si je compare à l'autre, ça n'a rien à voir, hein. Il y a eu beaucoup plus de personnes engagées, il y a eu beaucoup plus d'opportunités, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été mises en place. Et franchement, du coup, c'est dommage qu'aujourd'hui soit en point mort, mais avec toutes les péripéties que ce projet a eu, honnêtement, vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu ça, en fait, j'ai l'impression, hein. Les projets comme ça, plus ils sont gros, plus toi, t'es pas quelqu'un de gros, mais c'est un gros projet, tu vas tomber sur énormément de problématiques. Et franchement, les anecdotes que je vais vous raconter par rapport à ce projet, vous allez vraiment comprendre que ce que je vous ai raconté auparavant, c'était déjà quelque chose avec Together, mais alors là, vraiment, là, on est à un tout autre niveau. Donc, on va commencer ce nouveau cockpit. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à faire comme les 2 pouces, liker, vous abonner, partager. Je le fais maintenant parce que 90% des gens vont partir au bout de 5 minutes de vidéo. Mais bon, on sait jamais. Donc, faites-le maintenant. Comme ça, au moins, ça soutient le projet, ça soutient la chaîne. Donc, c'est parti pour Cockpit épisode 3, votre émission qui vous parle de sujets avec pertinence pour que vous puissiez faire de mes expériences, vos expériences, et que ça puisse vous aider plus tard si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, tout ça, ou même sur d'autres projets, hein. Là, le premier épisode, on a parlé de jeux vidéo. L'épisode précédent, on a parlé d'entrepreneuriat. Et là, on va encore parler d'entrepreneuriat. Et vous allez voir, hein, ça sera le cockpit le plus long. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce projet est vraiment dense en informations, en actions qui se sont passées autour du projet, tout ça, tout ça. Donc, notre histoire débute juste après Together. Et en fait, que s'est-il passé après Together? En gros, une fois que le projet est mort, rappelez-vous, je vous ai dit que justement, Together, avec la petite embrouille que j'ai eue avec la structure mixte d'État et professionnelle qui était censée financer le projet, j'avais coupé court tout simplement en disant, en gros, ben voilà, si vous voulez que je magouille, moi je magouille pas, donc j'ai besoin en fait de refaire tout ce projet tout seul, mais je peux pas le faire tout seul si j'ai pas les compétences, donc il faut que je reprenne les études une nouvelle fois. Donc j'avais déjà repris les études au niveau de mon BTS développeur logiciel, et avec toutes les péripéties qui s'étaient passées, honnêtement, c'était pas forcément la chose que j'avais envie de continuer, mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire dans l'informatique, il y a 2-3 choses que j'aime bien, pourquoi pas creuser? Et donc j'avais idée justement de continuer les études, toujours en professionnel. Et donc là, c'était le but d'aller chercher une licence pro, une licence professionnelle, toujours dans l'informatique. Et du coup, j'ai essayé de chercher au niveau des entreprises, j'ai essayé de chercher au niveau des écoles. C'était très compliqué jusqu'à qu'une école m'accepte. Et en fait, cette école, c'était une école professionnelle qui était basée justement dans la même région dont j'avais fait mon BTS développeur logiciel. Et justement, c'était pareil dans la même veine, hein. Je crois que c'était ingénierie logicielle. Ouais, c'était ça, ingénierie logicielle. Et j'étais accepté parce que voilà, les personnes qui étaient en charge de cette école, les recruteurs, ont vu que j'avais un parcours atypique. Et en fait, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Quand vous allez faire des études professionnelles, ce qui prime, c'est vraiment en fait, vos projets professionnels, vos expériences, vos compétences. Et en fait, quand vous êtes quelqu'un qui a un parcours atypique, forcément, vous avez énormément de compétences, d'expériences, vous pouvez faire plein de choses et vous avez une vision globale de plein de domaines. Et ça, c'est ce qu'apprécient en fait les recruteurs dans le monde professionnel. Après, attention, là, je vous parle dans le monde professionnel pour aller vous former. Parce que dans le monde du travail, ça n'a rien à voir. Ils préfèrent quelqu'un de spécialisé, que vous fassiez que ça. Imaginons demain, vous allez être développeur full stack. Vous allez plus avoir du mal à trouver en tant que développeur full stack parce que vous touchez un peu à tout. Chose qui est paradoxale parce que c'est ce qu'ils veulent réellement. Mais ils vont pas vous le dire. Ils vont dire non, nous, on veut un développeur spé Python, je sais pas quoi, avec telle technologie, telle librairie maîtrisée, blablabla. Et au final, vous allez tout faire sauf du Python. Vous allez être vraiment la roue de secours de l'entreprise. Dès qu'il y a un problème en informatique, c'est vous qu'on va appeler. Mais enfin, bref. Donc, moi, j'étais un petit peu ce profil-là et ils m'ont accepté pour ça. Et du coup, l'année allait commencer, hein, c'était l'été. En fait, j'ai été accepté l'été. Et forcément, le cursus commence en septembre. Et moi, il me fallait une entreprise. Parce que du coup, comme c'était un cursus pro, le but, c'était de faire une alternance. Et le pire, c'est que c'était une alternance en 3 années, hein. Il y avait la licence, plus il y avait M1, M2, donc master. Et moi, franchement, je me suis dit, c'est bon, en fait. Là, je suis relancé. Je vais pouvoir me remettre sur les rails. Là, je vais vraiment pouvoir continuer together, avancer, faire quelque chose avec ce projet.
Eh bien, en fait, que nenni, pas du tout. Alors là, strictement rien à voir. Et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que tout simplement, j'ai pas trouvé d'entreprise. Et moi, à l'époque, j'avais déjà fait pas mal de stages dans des entreprises, j'avais déjà travaillé. Je me suis dit, non, tu vas pouvoir trouver, tu vas pouvoir travailler, faire quelque chose dedans et tout. Je me souviens à l'époque, hein, des organismes d'État, quand tu étais en recherche, enfin, quand tu étais dans ma situation, c'est-à-dire en recherche professionnelle, mais tu es déjà dans une structure, donc en gros, tu es semi-validé professionnellement parlant, tu avais le droit à des aides financières. Et ces aides financières, justement, pour les avoir, il fallait prouver que tu étais en recherche, que tu faisais ces choses-là et tout. Et justement, moi, je suis parti auprès de ces organismes. J'avais demandé une subvention parce que justement, j'avais besoin de la voiture, j'avais besoin d'énormément de choses. Et donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Et ne serait-ce que les déplacements pour faire toutes les démarches administratives ou encore faire les rendez-vous, tout ça, pareil, ça coûte de l'argent. Et quand tu es à plein temps en train de chercher une entreprise ou encore une école, là, c'est pareil. Tu te retrouves bloqué parce que le temps, c'est de l'argent et vice-versa. Et du coup, au final, tu vas demander ces aides-là. C'est pas forcément quelque chose que je conseille parce que c'est dépendre de quelque chose. Moi, je déteste ça. Je préfère gagner moins d'argent et dépendre de personne, d'aucune structure. Vraiment, monter son business tout seul, c'est la meilleure des choses. Mais bon, on reviendra sur ça plus tard. Et justement, pour avoir, donc ça c'est pareil, c'est une petite anecdote, mais elle est quand même assez importante. Je me souviens qu'on ne voulait pas me donner les subventions parce qu'on pensait, enfin les personnes qui étaient censées m'accorder les subventions pensaient que j'étais un menteur. En fait, j'étais juste là pour gratter les subventions. Donc sûrement qu'il y en a qui le faisaient, hein. Je sais pas du tout, mais ils ont pensé que j'étais une personne comme ça. Et c'était pas du tout le cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me souviens, je passais moi par des applis pour envoyer des CV. Et je me souviens, j'avais envoyé plus de 200 CV. Et vraiment, si je comptabilisais tous les CV, je devais peut-être monter à 400. Et en fait, ils me croyaient pas. Ils me disaient, non, t'es un menteur. En gros, les chiffres étaient trop gros. Et sauf que c'était la réalité, en fait. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris personnellement, j'ai dit, bon, vous voulez jouer à ça, d'accord. Je vais vous envoyer toutes les preuves. Alors, j'ai screen sur l'application toutes les entreprises que j'ai contactées, tous les CV. Et j'avais plus de 200 screens. Et du coup, j'ai envoyé. Mais en gros, j'étais en train de spammer. En fait, j'étais en train de spammer l'organisation avec les mails. Et en fait, ils recevaient que mes mails avec plein de screens, en fait, de ce que j'avais envoyé. Et du coup, ils y croyaient pas. Et au final, ils ont été forcés de me croire. J'aurais dit, voilà, maintenant, moi, je m'arrête pas. Vous m'avez dit d'arrêter. J'arrête pas du tout. Je continue à vous envoyer. Comme ça, vous allez comprendre que je suis pas en train de mentir. Je vous envoie vraiment les choses. Et donc, je suis vraiment en train de chercher. Pour que vous compreniez, en fait, la réalité du monde professionnel. Donc, tout ce qui est formation professionnelle, tout ce qui est alternance, contrat pro et tout, c'est une galère de trouver une alternance, hein. Il y en a qui pensent que ceux qui le disent, ils le disent parce qu'ils cherchent pas assez. Non, c'est faux. C'est réellement une galère, hein. C'est vraiment, vraiment une galère. Et justement, moi, avec tout ça, donc j'avais à peu près 200 CV envoyés. J'avais fait 7 entretiens. 7 entretiens, c'est énorme. À l'époque, je savais pas. Moi, je pensais que c'était une limite normale de faire plusieurs entretiens. Et en fait, l'école, les personnes qui étaient les responsables de l'école, qui étaient les responsables de ma session, m'ont dit non, non, c'est pas du tout normal. Tu as fait 7 entretiens, tu es censé avoir trouvé une entreprise. C'est pas normal. Et ils me disent en fait qu'eux, ils peuvent pas m'aider tant qu'il n'y a pas d'entreprise parce que forcément, c'est l'entreprise qui va payer l'année. Donc moi, j'étais un peu dépité en fait, hein. L'année, elle commençait. Il y avait les personnes de ma promo qui commençaient à travailler en fait. Et moi, je pouvais pas aller en cours. Mais je continuais à chercher. Et un beau jour, au lieu de tomber sur une entreprise, je tombe sur une news. Non, en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est qu'en fait, l'organisme qui était censé me donner une subvention pour les recherches, tout ça, mais à la place, ils m'ont envoyé enfin, à la place, ils m'ont donné la subvention, mais ils ont continué à me suivre, en fait, et ils m'ont dit, voilà, donc toi, tu galères avec ton école. Mais en fait, comme ça s'était plutôt mal passé, en fait, avec les demandes de subvention, j'avais demandé à changer de personne qui s'occupe de mon dossier. Donc à un conseiller, quelque chose comme ça. C'est fou parce que dès que j'ai changé de ce conseiller-là, ça s'est débloqué direct en fait. Ça prouve vraiment que si vous avez un mauvais conseiller dans un organisme ou un mauvais supérieur quelque part, ça peut vraiment tout vous bloquer. Et justement, dès que j'ai changé de personne, la seconde personne qui a eu mon dossier, elle m'a directement trouvé quelque chose. Mais elle m'a pas trouvé une entreprise, elle m'a trouvé une autre école en fait. Et c'est de là que tout part en réalité. Là, je vous ai fait tout le topo jusqu'ici et je vous ai dit que ça allait sûrement être le cockpit le plus long, mais vous avez besoin quand même de cette introduction pour que vous compreniez la réalité du marché à ce niveau-là, dans le domaine de l'informatique, tout ça. C'est entrepreneurial et informatique, mais bon, généralement, tout ce qui est projet numérique, start-up, tout ça, ça touche souvent à l'informatique. Donc, c'est lié en fait à entrepreneuriat, start-up, informatique, tout ça. Et justement, en gros, c'était une nouvelle école qui allait ouvrir, une école Microsoft, et une école qui avait pour ambition d'être dans les premiers dans le secteur de l'IA. Parce que là, je vous fais encore une fois un autre topo, c'est que il faut savoir que la France a énormément de retard en informatique. Et donc, forcément, les nouvelles technologies, ben, elles ont aussi du retard. Et du coup, forcément, il y a des entreprises qui se portent garant, elles disent, allez, là, il y a un marché, on va essayer d'accélérer au niveau de la France, on va être les premiers si on se lance maintenant, vu que tout le monde est en retard. Et Microsoft et Google, et ça j'y reviendrai plus tard, se sont lancés dans ça.
Donc Google a ouvert les ateliers du numérique, Google que vous connaissez un petit peu de partout en France, et Microsoft a ouvert des écoles. Et justement, moi j'ai fait partie d'une de ces écoles Microsoft, et c'était une école Microsoft en entreprise. Donc en gros, c'était pareil, c'était un contrat pro, il y avait une partie à l'école, et ensuite il y avait une partie en entreprise. Et cette école Microsoft en intelligence artificielle, je me dis, allez, pourquoi pas, je vais tester. J'y vais, je passe des tests, en gros, c'est des espèces de tests, il y a des questionnaires, c'est comme rentrer dans une école, hein, normale. C'est juste que là, c'est professionnel, donc forcément, les tests que vous allez faire, ils vont plus être orientés vers le professionnel. Je me souviens des tests, il y avait des tests techniques, il y avait des tests de compétences, il y avait aussi des tests de culture générale, tout ça. Ça, je trouve que ça sert à rien, mais bon. Mais il y avait aussi des tests de pitch, parce que forcément, il y a des gens qui vont devoir pitcher leur projet. Et donc, du coup, le but, c'était avec les personnes qui étaient en train de postuler dans l'école, ils scindaient en fait, en gros, tout le groupe des personnes qui étaient venues postuler pour l'école en plusieurs groupes. Et justement, chaque groupe devait présenter un projet qui devait être fait sur le tas. Et justement, moi, je me souviens qu'avec notre équipe, et le pire, c'est que notre équipe, tout le monde a été accepté dans la promo. Alors que c'est pas le cas de toutes les équipes, du coup. Notre équipe, on avait présenté une espèce d'IA, enfin, en gros, l'idée d'une IA qui fait en gros de la rédaction, si je me souviens bien, de la rédaction de documents automatisés. Et là, du coup, là, c'est là où c'est un peu flou, soit dans le domaine médical, soit dans le domaine juridique. Donc c'est un des deux, mais c'est quand même des domaines qui sont liés. Et donc là commence notre année. Par contre, c'était une licence pro, donc là où l'autre école me proposait de faire 3 ans pour arriver jusqu'à un M2. En termes de bagage, c'était meilleur, mais tout de même, j'ai réussi à trouver cette école en licence pro. Donc le but, c'est de valider une licence pro. Comme l'intelligence artificielle, il n'y a pas de diplôme défini en France, de vrai diplôme, ou même des certifications, c'est un petit peu galère. En gros, nous, ce qu'on devait passer cette année-là, c'était des certifications Microsoft professionnelles en intelligence artificielle et aussi, en gros, des diplômes, mais qui sont plus axés sur la donnée que sur l'IA. Et il faut savoir que l'IA, en réalité, c'est ça, hein, c'est que de la donnée, c'est énormément de données, de l'algorithmie en Python souvent ou en R. Vous lancez votre petit programme sur les données et en gros, le programme s'entraîne et ça vous fait un modèle. Et ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles aujourd'hui, même si ça n'en est pas réellement, mais bon, ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être dans un autre cockpit. Dites-le moi dans les commentaires. Et honnêtement, je vais vous passer assez rapidement parce qu'honnêtement, cette année, elle a été très dense. J'ai fait énormément de choses pour vous faire un petit résumé parce qu'en fait, le projet qui est lié à cette école, justement, il est tellement dense, j'ai tellement de choses à vous raconter que le cockpit risque de durer 3 heures, 4 heures. Et j'essaie quand même de faire des émissions, des podcasts d'à peu près 1 heure pour pas que ça soit trop long. Et justement, je vais essayer de vous pitcher un peu le truc. Donc, c'était très axé professionnel, c'était très axé data aussi. On a fait énormément de bases de données. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement de la donnée. Et je vous le dis justement parce que c'est essentiel pour la suite. On a fait énormément de travail de données, donc on a fait de la manipulation de données, du traitement de données, donc forcément SQL, tout ça. Pour ceux qui connaissent, c'est pas le truc le plus dur, mais ça demande du temps pour connaître toutes les requêtes, connaître toute la manière d'appréhender les données, tout ça, tout ça. Et du coup, on a fait énormément de travaux d'entreprise. Donc, on est parti travailler avec des entreprises. On a reçu énormément d'entreprises qui nous demandaient en fait de faire des intelligences artificielles assez précises. Et c'est ça qui est bien dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde en a besoin. Et comme tout le monde en a besoin, si demain vous faites de l'intelligence artificielle, vous allez travailler dans tous les secteurs. Et ça, c'est vraiment formidable. Et justement, on a vraiment tapé dans tout. On a fait du médical, comme on a fait du ferroviaire, comme on a fait de l'alimentaire, comme on a fait de l'industrie, du marketing, des services. Bref, on a fait vraiment de tout. On a fait vraiment de tout. Et justement, des fois, c'était les entreprises qui venaient directement à l'école nous dire, voilà, nous, on a besoin de ça. Et du coup, on va vous donner des projets. Et si vous êtes assez bon, on va en gros vous prendre en contrat pro parce que c'était le but en réalité. C'est que nous, pour valider notre année, on devait faire un contrat pro en plus de ça. Donc en gros, on devait aller travailler en entreprise, continuer à étudier pour avoir notre diplôme plus tard. Et du coup, forcément, on a fait énormément de travaux d'entreprise. Donc comme je vous l'ai dit, c'est soit des entreprises qui venaient directement nous solliciter, nous proposer en fait de travailler avec eux. Et donc à ce moment-là, c'était scindé en plusieurs groupes dans la classe pour faire plusieurs projets. Mais il y avait aussi des espèces de stages, des espèces de mini-contrats sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois maximum. Et on avait aussi ce qu'on appelle des hackathons. Et ça, c'est quelque chose d'assez spécial que je vous réserve dans un autre cockpit parce que ça aussi, c'est un sujet, c'est énorme comme sujet. C'est un truc de fou que personne n'en parle parce que c'est vraiment une dinguerie pas possible en fait cette chose-là. Moi personnellement, il y en a qui vont trouver ça peut-être honteux, on va dire que j'abuse, mais pour moi c'est de l'esclavage moderne, les hackathons. Et c'est quelque chose qui est fait en informatique et ce n'est fait que en informatique. Je trouve ça fou
que ça n'existe que là. Et il y a bien une raison pour laquelle ça existe que là, mais on l'abordera dans un autre cockpit qui traitera justement du monde de l'informatique en France et pourquoi il y a autant de problématiques. Parce que l'informatique en France, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de retard, il y a énormément de problématiques et c'est dû à énormément de choses. Et justement, comme moi, j'ai fait 2 écoles en informatique, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous faire un cockpit qui vous résume tout ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop rentrer dans mon expérience, que ça soit dans mon BTS développeur logiciel dans la vidéo précédente, dans le cockpit numéro 2, ou encore dans ce cockpit numéro 3 où je parle de cette école en licence pro, parce que tout ça, c'est très dense, c'est énormément d'informations, mais c'est très similaire aussi, donc je peux faire des parallèles et justement, je compte les faire. Donc ça soit de l'expérience en informatique avec les hackathons, justement, je compte les faire dans un cockpit, pourquoi pas numéro 4 ou numéro 5 ou enfin peu importe, un autre cockpit, parce que là, je vais vraiment me centrer sur le projet qui va arriver et toutes les choses qui en découlent. Et donc arrive un moment où on fait un hackathon, et un hackathon pour justement avoir un contrat pro avec une entreprise. Et cette entreprise, bon, je vais la citer maintenant, je m'en fous un petit peu. Le projet, on va dire que j'en ai déjà parlé publiquement. Avec le peu de notoriété que j'ai, même quand j'ai fait des vidéos sur le sujet, ça n'a pas énormément intéressé, mais ça a quand même débloqué une situation dont on parlera en fin de vidéo, et qui est aussi une anecdote assez intéressante. Justement, on a fait un hackathon chez Schloom. Alors Schloom, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une entreprise de services pétroliers. Donc en gros, le but était de faire de l'IA dans l'industrie pétrolière. Et justement, cette entreprise, c'est pas n'importe qui. C'est la plus grosse entreprise de services pétroliers de la planète. Et justement, leur but à eux, c'est que en gros, ils ont vu une école Microsoft, ils se sont dit, nous on a besoin d'IA, il y a une école d'IA Microsoft qui a ouvert, on était dans la même ville, ils se sont dit, allez hop, on va mettre tout le monde ensemble, on va créer quelque chose, et le but justement c'est de faire un hackathon. En fait non, je vous dis ça c'était ma vision de l'époque. Ça c'était ma vision de l'époque, mais après j'ai su que c'était pas ça, hein. Je fais un petit bond dans le temps vite fait, mais en gros eux, ils ont l'habitude de faire des hackathons avec des grandes écoles, du style Centrale Supélec, les mines, tout ça. Et en gros, eux, ce qu'ils font, c'est que avec ces hackathons, ils trouvent des talents, ils trouvent des personnes pour travailler sur leurs projets, gratuitement, bien évidemment. Mais bon, c'est pas le sujet, hein. J'ai dit que je parlerai pas des hackathons précisément dans cette vidéo. Je m'égare. Arrêtez de me faire divaguer, vous, derrière votre écran, là. Et donc, ce que je disais, c'est que nous, on est arrivé, en fait, un peu sur le fil du rasoir, parce qu'en fait, il y a un truc aussi qui se fait beaucoup en informatique, c'est les after-work. Et en gros, les after-work, c'est un prétexte pour faire semblant de parler du travail. En informatique, c'est un gros monde hypocrite, mais en fait, c'est tellement lié que je me sens obligé d'en parler. Mais bref, en gros, c'est oui, viens après à l'after-work, on va parler de telle technologie, de telle innovation, on va parler de ci, de ça. Mais c'est juste pour être entre collègues du travail, taper des barres, tout ça. Et en fait, c'est tellement une ambiance bon enfant pour se faire un réseau et pour rigoler, tout ça. Et c'est pas du tout axé sur le travail, que forcément, il n'y a pas que des personnes de l'entreprise elle-même qui font le afterwork qui sont là. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, c'est un moyen de se créer du réseau. Et celui-là, je ne sais même pas si j'étais y allé à l'afterwork de Schloom. Mais justement, ce qui s'est passé, c'est que soit nos professeurs, soit des élèves, soit les deux sont partis à l'afterwork de Schloom. Et Schloom a évoqué le hackathon. Et donc, c'était un hackathon dont des grandes écoles participaient. Donc, il y avait Centrale Supélec, il y avait d'autres écoles aussi, mais honnêtement, je ne saurais pas vous le dire, peut-être les mines ou autre chose. Et peut-être l'école 42 aussi de Xavier Niel, Free, tout ça. Donc, possiblement, mais Centrale Supélec, c'est sûr, parce que ça a été nos concurrents dans le hackathon. Et justement, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, en fait, en gros, nous, on faisait des veilles technologiques, mais on faisait aussi des veilles de ce qui s'est passé pour ceux qui sont allés dans les afterwork. Et justement, on a eu le retour de ça. Et en gros, j'avais à peu près gardé la même équipe de quand on avait fait les présélections et qu'on avait présenté le projet juridique ou médical. Et on était tous ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on était quasiment les mêmes types de personnes. Ça veut dire que dans cette école, il y avait les personnes qui étaient surdiplômées. Donc, il faut savoir que dans ma promotion, il y avait 2 doctorants aussi qui étaient en thèse, donc qui étaient en train de valider leur thèse pour justement avoir un doctorat. Il y avait ce côté-là, très axé école, diplôme, qui étaient soit en master, je ne sais pas combien, et les personnes qui étaient aussi en processus de validation de thèse ou qui avaient déjà des doctorats. Et il y en avait qui ont tout plaqué en fait pour venir s'intéresser à l'intelligence artificielle. Il y en avait d'autres qui faisaient des thèses dessus. Et il y avait des personnes qui étaient forcément en spé mathématiques, donc ils avaient un bac +5 en mathématiques, master, tout ça. Et forcément, l'intelligence artificielle, comme c'est de l'algorithmie, c'est forcément lié aux mathématiques. Mais il y avait aussi des personnes comme moi. Donc ça, c'était l'autre partie. Et cette partie-là, enfin je vous dis ça, c'était 3 parties en réalité. La seconde partie, c'était nous, les personnes en réalité qui étaient un peu,
qui étaient des débrouillards en fait. Ça veut dire qu'on avait des expériences significatives dans plusieurs domaines, on avait touché à plein de choses, et donc forcément on était capable de s'adapter, d'apprendre et de comprendre un nouveau domaine comme l'intelligence artificielle, même si on n'avait pas 10 000 diplômes, des certifications de ouf avec des longues années d'études. Et donc, ça faisait un petit peu un choc. Et ça, vous le retrouvez souvent dans le monde professionnel. Vous le retrouvez souvent. Il y avait la troisième partie, on va les appeler les fraudes. Les personnes frauduleuses. Et ceux qui ici regardent le podcast, ils vont se reconnaître automatiquement. C'est des personnes, bon, ils sont là pour l'opportunité, mais ils en ont rien à carrer de l'intelligence artificielle, du domaine, même de l'argent que ça peut rapporter. C'est juste, voilà, ils se sont retrouvés là au bon endroit, au bon moment. Ils en ont profité, donc bon. Et donc, c'est un peu les marrants de la classe, les rigolos de service, et justement parce que bon, ils prennent tout au second degré, ils s'en foutent, ils sont là juste pour profiter de l'année, enfin des années, parce qu'on en a fait plusieurs. Et forcément, quelles personnes se sont retrouvées, quels groupes se sont retrouvés lors du hackathon? Parmi le côté de la promotion, où il y avait les personnes qui étaient surdiplômées, il y a eu les meilleurs de ce groupe-là. Donc c'était des équipes de 4-5 personnes. Et il y avait aussi le côté, donc mon côté, le côté de la promotion des débrouillards, plus ou moins. Et pareil, on a monté une équipe de 4-5 personnes. On était en concurrence directement avec l'école centrale Supélec. Donc nous, école Microsoft, on était en concurrence avec l'école centrale Supélec. Le but, c'était, en gros, je vous fais le topo de ce hackathon. On avait une semaine max, pour réaliser une intelligence artificielle qui est capable de détecter le type de sol qui est foré à l'instant T. Donc c'est automatisé, en gros ça serait par une caméra qui est fixée directement dans l'outil qui permet de forer le sol et détecter les couches. Alors pourquoi c'est important? Je suis désolé, ça risque de devenir un peu ennuyant, mais je suis obligé de resituer le contexte. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, et ça même moi je ne le savais pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, le pétrole, il y en a toujours. Il y en a énormément, et il ne faut pas croire au délire de la pénurie du pétrole, c'est totalement faux. Sinon, l'industrie du pétrole, ça ferait longtemps qu'elle se serait écroulée, et elle générait plus d'argent. Et là, il y en a certains qui vont me dire, mais non, mais regarde, ça commence à changer. Mais ça, c'est parce que la transition, elle est forcée. C'est parce que la transition est forcée. Mais en réalité, si on avait réellement envie de relancer l'industrie du pétrole, ou du moins de la stabiliser, et de continuer à générer de l'argent, on pourrait le faire. C'est juste que le risque encouru, il est quand même assez gros parce qu'il y aurait un arrêt des productions. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les puits de pétrole, certains disent qu'aujourd'hui il n'y en a plus, qu'on n'en trouve plus, blablabla. C'est pas vrai en fait. Ce qui est fait quand on cherche un puits de pétrole, on l'exploite et on récupère le pétrole, tout ça, c'est qu'en gros il y a ce qu'on appelle un effet champagne. C'est-à-dire qu'une fois que vous percez le sol, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un jet comme dans les films américains. Les films américains, quand c'est l'Eldorado, ils sont là, ils percent et d'un coup, le pétrole jaillit, les mecs sont heureux, ils sont millionnaires, tout ça, tout ça. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet champagne. Donc, ce jet, il représente 10% de la couche de pétrole qui est récupérée. Et en gros, le but en fait d'une intelligence artificielle comme ça, c'est de pouvoir récupérer les 90% restants. Après, attention, je dis pas que les 90% restants sont récupérables, mais au moins d'essayer de récupérer plus que les 10%. Et comment est-ce qu'on pourrait faire en fait avec ce type d'IA? Eh bien, c'est de détecter les sols, les types de sols, donc les types de roches qu'il y a dans les sols. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand c'est percé, eh bien, ça se fait en 2 temps. D'abord, il y a la percée, ensuite, il y a l'information de ce qu'on a percé. Et en fait, l'industrie du pétrole ne veut plus faire ça. Les grosses sociétés ne veulent plus faire ça. Pourquoi? Parce que les types de sols, les roches, tout ça, ça reste quelque chose de fragile. Et quand tu vas pour repercer une deuxième fois, si tu n'as pas les bonnes données, eh ben, tu risques gros, en fait. Tu risques gros. Ça veut dire qu'il peut y avoir des risques d'éboulement, il peut y avoir, du coup, forcément, endommagement de matériel, endommagement, risque des personnes qui travaillent, risque des travailleurs. Donc, ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter du matériel, ça peut coûter des vies humaines aussi. Et donc, tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est un risque qui est énorme à prendre. Et justement, une intelligence artificielle qui est capable de détecter automatiquement les types de roches dans le sol, sans avoir forcément d'abord la percée, le jaillissement des 10%, et ensuite les données, parce que ça aussi, pour ceux qui ont vu des films américains, il y a une espèce de grand rouleau. Et dans ce rouleau, il y a plein de graphiques. Et en fait, ces graphiques-là, on les appelle les lithologies. Et les lithologies, en fait, c'est les types de roches. Et bon, il y a une colonne, c'est celle sur laquelle on a travaillé, c'est la colonne lithologie, donc c'est les types de roches. Et justement, nous, on s'est calé sur la lithologie. Pourquoi? Parce que le but, c'était justement de reconnaître les lithologies, les types de roches. C'était le projet et il fallait le faire en une semaine. Et vous comprenez bien que
C'est pour ça que je dis que les hackathons, c'est des fraudes. Déjà, il n'y a pas les récompenses escomptées. Et en plus de ça, c'est qu'on te donne des projets qui sont irréalisables par rapport à la semaine. En fait, c'est juste pour te tester, pour voir si tu peux réussir à faire un petit quelque chose et eux, ça va leur donner quelque chose. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand tu réussis vraiment à faire ce qu'ils te demandent? Mais en réalité, ils sont bloqués. Et c'est un peu ce qui s'est passé parce que je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. Nous, on a une autre semaine pour faire justement ce hackathon, ce projet, avec mon équipe. Donc on était 4. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? On a regardé en fait les travaux qui ont été effectués à la base. On nous a fourni en fait une base de données de 30 types de roches différents. À peu près, il y en avait 29 pour être plus précis. Et on nous a donné carte blanche pour faire l'algorithme. Donc l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter les types de roches. Et on nous a dit, voilà, Central Supélec ont déjà réussi, entre guillemets, ils nous ont dit ça. Ils ont déjà fait leur intelligence artificielle avec un taux de 80, je crois que c'était 80% de réussite, 90, je me souviens plus trop. En gros, l'accuracy, la précision était de 90. Donc déjà, ça nous met un coup de pression. Ah ouais, Central Supélec, ils sont arrivés, ils ont déjà tout cassé, ça va être compliqué. Mais en fait, et c'est là où il y a une espèce de foreshadowing, comme je vous l'ai dit précédemment, en gros, nous, notre école, elle était spécialisée dans quoi? Elle était spécialisée dans les données. Ça veut dire que nous, on a énormément travaillé les données. On a fait 60-70% de données pour 30% d'intelligence artificielle pure. Et nous, on voyait ça vraiment comme un mauvais truc parce qu'on s'est dit, ouais, le but, c'est l'IA. Mais en fait, nos professeurs, eux, ils connaissaient la réalité du marché. Ils savaient que le plus important, déjà, c'est les données dans une intelligence artificielle et ils savaient que 90% de ce qu'on va te faire en France, comme il y a un retard, ça va être d'abord des données avant de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait plus de traitement de données, de bases de données, tout ça, que d'intelligence artificielle. Et forcément, c'est ce qui nous a permis de nous différencier de Central Supélec. Donc, encore une fois, il y avait les deux groupes. Et en fait, le groupe, on va les appeler le groupe universitaire, le groupe donc qui était avec des doctorants, avec des masters, tout ça. Eux, ils ont fait comme Central Supélec. Ça veut dire qu'en gros, ils ont fait ce qu'on leur a demandé sans se poser de questions. Ça veut dire qu'ils ont dit, OK, nous, on va faire quoi? On va faire une intelligence artificielle qui va détecter les types de roches sur les 29 types de roches qui ont été fournis. Mais nous, comme on se pose des questions, et c'est la base, en fait, quand tu as fait plusieurs métiers, tout ça, c'est d'abord la compréhension. Dans quoi tu t'embarques, en fait. Et nous, comme on connaissait notre domaine, on connaissait le métier, on s'est dit, attends, ça va un peu trop vite en besogne. Comment ça, 29 types de roches? On se dit, c'est bizarre. Normalement, une base de données, il y a beaucoup plus de cas typiques. Il n'y a pas que 29 types de roches. Il faut quand même faire la différence entre une grosse base de données où il y a des données qui sont très similaires, donc tu peux avoir 10 000 types de données différentes, mais si les 10 000, c'est les mêmes et il y a un petit filtre ou il y a un petit ajout, c'est pas significatif. Mais moi, je parle même pas de ça, je parle de types. Les types précis, ça veut dire qu'il y avait 29 types de roches, et dans ces 29 types, on nous avait demandé de créer une intelligence artificielle qui est capable de classer en 3 types, enfin en 3 sous-classes en fait, ces types de roches. Donc il y avait les carbonates, les clastiques et les others, donc les autres. Et justement, nous on s'est dit, attends, et en plus c'était hyper irrégulier, parce qu'en fait, il y avait quoi, les 15 types de carbonates, 5 types de clastiques et 9 types de others. Donc ça veut dire que c'était même pas équilibré. Il n'y avait même pas des jeux de données qui étaient équivalents pour avoir un bon entraînement au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc du coup, nous, on s'est dit, si on fait une IA, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va nous dire j'ai raison. Ça veut dire qu'en gros, je vous ai détecté le type de roche. Pour moi, c'est ça. Mais ça ne sera pas représentatif de la réalité. Ça veut dire qu'il y a, type Central Supélec, elle allait être performante. Mais elle est performante sur des choses qui n'existent pas. Ça veut dire que demain, on lui met un autre type de roche, parce que des types de roche, il y en a énormément, il n'y en a pas que 29. Mais elle ne va pas reconnaître. Et elle va se tromper, mais elle va dire qu'en gros, elle a quand même trouvé, parce qu'elle va se raccrocher à ce qu'elle connaît, et elle ne connaît pas beaucoup. Et en gros, elle risque de se tromper, tout simplement. Et ça, c'est dangereux pour le projet. Et donc, nous, à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, qui dicte, en fait, c'est quoi, quel type de roche? C'est les géologues, en fait. Et dans l'entreprise, il y avait des géologues. Et nous, en fait, on s'est dit, on va se rapprocher de ces gens-là. Parce qu'en fait, en intelligence artificielle, comme c'est un métier assez nouveau, c'est plusieurs types de métiers différents. Et il y a 3 choses que tu dois maîtriser en IA. Tu as l'algorithmie, les mathématiques, tout ça, les données et ce qu'on appelle la connaissance métier. Et la connaissance métier, c'est à quel point tu connais le métier dont tu es en train de faire une intelligence artificielle pour révolutionner ce métier ou trouver une solution à un problème. Et donc, nous, ce qui était bien plutôt, c'était qu'en réalité, on avait quand même une équipe assez solide. Il y avait une personne qui était très forte côté données et 2 personnes qui étaient très fortes côté connaissance métier. C'est-à-dire qu'on arrivait à s'approprier les connaissances. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Et un autre ami,
pareil, il faisait partie de ces personnes-là. Et nous, les 4 personnes, il y avait les techniques qui nous disaient, ouais, en gros, donc la personne qui est forte en données et la personne qui est forte en intelligence artificielle, on leur a dit, voilà, le but, vous, c'est de faire l'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de comprendre la chose. Et du coup, on s'est rapproché des géologues et on leur a dit, ok, donc ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et ils nous ont tout appris comme ça. On était comme à l'école, en fait. Ils nous ont appris qu'est-ce qu'était un carbonate, qu'est-ce qu'était un clastique, pourquoi est-ce qu'il y a il y a des types de roches qui finissaient en autres, et pourquoi c'était un réel besoin de connaître tout ça, et est-ce qu'il y en avait que 29. Et ils nous ont dit non, 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 il n'y en a pas que 29. C'est juste qu'on a réussi, nous, à recenser. On leur dit, mais pourquoi vous êtes des géologues? S'il y a plus de types, pourquoi est-ce que c'est pas référencé? Et en fait, là, ils nous ont dit un truc qui nous a. En gros, ça a été le déclic. Ils nous ont dit, le truc, c'est qu'un géologue, il travaille à l'ancienne. Ça veut dire qu'un géologue, quand le rouleau est sorti, en fait, dans sa colonne de lithologie, il note à la main les couches de roches. Il dit, OK, ben là, on a carbonate, telle roche qui s'appelle, je sais pas, mudstone, je sais pas quoi. Et il nous dit, le problème, c'est que chaque géologue a fait enfin, tous les géologues, ils ont fait les mêmes études de géologie, mais par contre, tous dessinent de la manière dont ils ont envie. Et le problème, c'est que pour une intelligence artificielle, c'est hyper galère. Et en fait, ça fait que quand il y a eu tout le recensement de ces données-là, donc des données qui sont sous format image, forcément, tu te retrouvais avec 10 types de roches différentes, alors qu'en réalité, c'est une seule et même roche. Et forcément, nous, on s'est dit, attends, mais en fait, la clé, elle est là. La clé, c'est de trouver tous ces types de roches différents, de dire que c'est les mêmes roches, et surtout trouver les plus de 29. Et en fait, on a passé notre semaine à apprendre la géologie, à comprendre la géologie aussi, les types de roches. Donc, en fait, on s'est spécialisé vraiment dans les lithologies. Et limite, on était devenus des pseudo-géologues, en fait. On était là, quand on devait classer, nous, forcément, notre future nouvelle base de données. Attends, ça, c'est quoi? Attends, ça, je le sais. Ça, c'est carbonate. Non, ça, tu vois, ça, c'est cette forme-là, c'est classique. Et on allait dans les revues, on a ouvert des bouquins de géologie, on a fouillé je sais pas combien de PDF. Et on s'est dit, attends, là, on tient quelque chose, en fait. Parce que si c'est réellement un marché qui a besoin de ça, forcément, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va spammer en fait cette mentalité-là qu'on a, c'est-à-dire de monter cette base de données, l'engranger, jusqu'à qu'on arrive limite à la date butoir, et on va juste balancer notre IA dessus et on va voir ce que ça donne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à monter la base de données à 300 types de roches différentes, alors qu'à la base, on nous avait donné 29. Rendez-vous compte à quel point c'est énorme. Ça veut dire que les derniers jours, on a dit, OK, la base de données, on la touche plus. On est monté hyper loin, mais on s'est dit tout de même, on va la faire valider par un vrai géologue pour voir si on a fait les bonnes choses et si on a bien appris. Et justement, le géologue en chef qui est venu, même lui, pour vous dire, hein, là franchement, nous on était vraiment contents, parce que notre travail, c'était un bon travail. Parce qu'en gros, il nous a dit, et j'ai même une vidéo de ça, je sais pas, peut-être je la balancerai un jour. En gros, il nous dit, alors, vous avez bien classé, vous avez classé même quand c'est tendancieux, et vous l'avez bien fait. Quand l'intelligence artificielle est bien faite, ce qu'on va souvent entendre, c'est vous avez tué le métier de tel truc. Et nous, il nous a sorti la phrase telle quelle, vous avez remplacé le métier de géologue. Et quand on a entendu ça, on s'est dit, OK, on a fait la bonne chose. Là, on a fait la bonne chose. Tu peux t'appeler Centrale Supélec et faire un type d'intelligence artificielle qui a 90%, mais qui reconnaît 29 types de roches alors qu'il y en a des milliers. Tu dis, ça sert à rien, en fait, tu vois. Et nous, on a réussi à faire les deux. Ça veut dire qu'au final, nous, notre IA, elle arrivait à détecter les types de roches à l'instar de ce qu'avait pondu Centrale Supélec, mais en plus de ça, sur 300 types de roches différentes. Et là, on était à fond. On s'est dit, attends, là, on tient quelque chose vraiment, vraiment. Et c'est de là où commencent réellement les péripéties par rapport au projet. Parce que comme je vous l'ai dit, plus c'est gros, plus il y a de l'argent derrière, plus c'est important, plus c'est fort, plus il va y avoir des problèmes parce qu'il va y avoir des personnes nocives au projet, parce qu'il y a des opportunistes. Et attention, c'est pas une mauvaise chose d'être opportuniste. Hein. Si tu es là au bon moment et tu arrives à saisir l'opportunité, c'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des manières de faire les choses. Et quand je vais vous dire comment ça s'est passé par la suite, vous allez vite comprendre que c'est un monde de requins. C'est vraiment un monde de requins, et encore, je suis gentil, c'est un monde c'est pas de requins, c'est des orques, c'est des cachalots, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, on arrive au fameux moment où forcément le concours est terminé et on est censé recevoir les récompenses. Et en fait, ce hackathon, il y a des gens qui faisaient de l'intrapreneuriat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'intrapreneuriat, c'est tout simplement de créer une start-up ou créer une entreprise qui appartient à une grosse entreprise. Et en fait, du coup, il y avait des gens qui travaillaient chez Shloom. Mais
officiellement, ils n'étaient pas chez Schloom, ils étaient sous-traités par Schloom parce que en fait, Intel a créé une entreprise, mais cette entreprise, en réalité, Schloom a des parts dedans et en réalité, elle appartient à Schloom. Et donc forcément, il y avait des connaissances et il y a des gars qui ont voté entre eux parce que c'était des potes, on va pas se mentir. Parce que franchement, il y avait des projets qui étaient vraiment explosés, des projets claqués de ouf, et ils ont reçu beaucoup de points. Et en fait, le but, la récompense en fait de ce hackathon, et au final, on l'a pas eu, donc c'est pour ça que je vous dis que les hackathons, c'est des fraudes, parce que tous les hackathons que j'ai fait, il n'y a jamais eu de récompense, et même des récompenses qu'on est censé avoir, ça veut dire signer des contrats, ou même, là, le but de ce hackathon, c'était de gagner des, c'était de gagner des crypto-monnaies, parce que c'était encore la grosse vibe des crypto-monnaies à l'époque. On n'a rien eu du tout. On n'a rien eu du tout. Parce qu'en gros, il y avait un classement en fait des projets. Franchement, il y avait plusieurs personnes qui avaient participé. Pas que des personnes qui avaient travaillé sur ce projet-là. Il y avait plusieurs autres projets. C'est juste que nous, comme on était en IA, c'était le projet IA celui-là. Mais il y avait d'autres projets. Donc on a fait la présentation. On est là. En plus, c'était tout en anglais parce que Shloomé, c'est une structure internationale. Donc forcément, il fallait tout présenter en anglais. Voilà. Donc heureusement que l'un d'entre nous maîtrisait vraiment bien l'anglais parce que lui, de base, il vivait pas en France. Et justement, on finit dans les 10 premiers, quelque chose comme dans les 10 premiers. Et le classement, il y avait je sais pas combien d'entreprises, hein. Il y avait beaucoup plus que 10 projets, donc on n'était pas dernier. On devait être un peu plus que la moyenne. Et il y avait un classement comme ça qui donnait les cryptos. Bon, on n'a rien eu du tout, comme je vous l'ai dit. La semaine se termine. Et nous, on se dit, attends, tout va pas se finir comme ça, c'est trop bizarre. On a fait un truc de fou, ça peut pas se terminer comme ça. Et justement, on avait bien pensé ça parce que il y a des personnes qui sont responsables justement de Shloomé qui viennent nous dire ouais, c'est bien, vous êtes super fort, maintenant il faut tout nous donner. Donc vous nous donnez tout le projet, toutes les données, tout ça, tout ça. Et moi j'ai dit comment ça? Comment on te donne quoi en fait? J'ai dit nous, faut qu'on ait quelque chose en échange. Et le pire, c'est que je me souviens très bien que les personnes qui étaient avec moi étaient prêtes à leur donner. Et c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, c'est une question de caractère, hein. Ça veut dire qu'ils leur ont dit en gros exigence comme ça, donnez-nous tout de suite ce que vous avez fait. Par la suite, je vais vous raconter des choses qui ont fait que vous comprenez qu'en fait, c'est vraiment un monde où tout le monde se douille, tout le monde essaie de se voler. Et donc, du coup, moi, j'étais pas content en fait qu'on me dise tu me donnes tout gratuitement après une semaine de travail acharné à avoir réellement fait quelque chose de pertinent en fait. Et j'ai pas juste pondu une IA comme vous l'avez demandé, j'ai réellement répondu à la problématique du secteur, alors que même vous l'avez pas défini à la base. Et je leur dis non en fait. Je leur dis non, on veut quelque chose en échange. Soit vous nous rachetez le projet, soit vous nous prenez en contrat. Et comme en France, et ça vous le saurez à vos dépens, enfin vous le saurez à vos dépens, je l'espère pas, hein, mais en France, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas cracher sur la France gratuitement, il y a beaucoup d'avantages, mais professionnellement parlant, les gens c'est des rats, faut le dire, c'est des gros rats, ils veulent pas payer. Et en fait, ça veut dire que nous forcément c'était la deuxième proposition. Ça veut dire qu'ils voulaient pas payer le projet, donc ils se sont dit si on peut en recruter un, au pire il travaillera à la limite gratuitement pour nous faire le projet. Et nous, on avait besoin de continuer notre année avec une entreprise et on s'est dit, tant qu'à faire, autant que l'entreprise soit bien, qu'elle soit pertinente et surtout si c'est une grosse entreprise, ben, à l'époque, moi j'étais encore dans le délire d'avoir un bon CV, d'être bien professionnellement, tu as un bon CV, tu as beaucoup d'expérience, tu as des expériences pertinentes, tu as travaillé dans des grandes entreprises, du réseau quoi. Et je me suis dit, en vrai, même si le projet, on me le paye pas, on me le récupère pas, on me le rachète pas, au pire, ben, j'ai un contrat pro. Et le pire, c'est que sur les 4 personnes, on avait réussi à négocier pour que les 4 viennent travailler, en gros, pour que notre équipe continue en tant que contrat pro. Et bon, il y avait 2 personnes qui ont refusé parce que eux, ils avaient déjà signé en fait des contrats. Ils avaient déjà trouvé leur contrat, ils avaient déjà trouvé leur entreprise. Et donc moi et une autre personne, on n'avait pas d'entreprise. Et du coup, on s'est dit bon ben on va taffer le truc un maximum. Et donc la semaine d'après ou 2 semaines, même 2 semaines après, donc on taffe en fait notre présentation. En fait, on nous dit de leur faire une présentation. En gros, donc c'est ça qui est fou en fait. On dirait qu'ils se parlent pas entre eux, on dirait qu'ils se connaissent pas. On dirait que l'entreprise, elle sait pas qu'on a fait du boucan, elle n'a pas vu de quoi on a été capable. On arrive, on leur sort un projet qui résout intégralement une problématique hyper importante dans leur secteur, et on est quand même obligé d'aller faire un entretien pour se faire embaucher. Mais en fait, vous avez une semaine où vous nous avez observé 24 heures sur 24, vous savez de quoi on est capable. Je comprends pas en fait le fait de nous refaire passer une épreuve. C'est pas logique. Et enfin bref, on accepte quand même, on le fait et on passe nos trucs. Et en réalité, je vais vous dire, ils nous ont pas pris. Ils nous ont pas pris, on fait nos présentations. Pourtant, nos présentations étaient très bien, hein. Même aujourd'hui, je comprends pas. Enfin, au final, je sais pourquoi ils nous ont pas pris, mais si on part d'une certaine logique, ils sont censés nous prendre. C'est logique en fait. Mais enfin bref. Et en gros, pourquoi ils nous ont pas pris, je vous le dis maintenant, c'est que
eux, ils voulaient nous douiller. Ils voulaient nous douiller bien comme il faut. Ils voulaient en fait récupérer le projet totalement gratuitement, ni en nous embauchant, ni en le rachetant. Ils voulaient réellement l'avoir gratuitement. Et du coup, ben là, c'est un peu la traversée du désert en fait au niveau du projet, parce que je dois quand même trouver un contrat pro. Les personnes de mon équipe, du coup, on est un peu dispatchés. Il y en a un qui va dans une entreprise dans telle ville. Moi, je finis par trouver une entreprise, mais c'est assez loin de la ville de départ, si je puis dire. Donc, chacun, on est dans une ville différente. Et du coup, le temps passe et chacun fait son contrat pro de son côté. Mais moi, j'ai toujours en tête le projet, en fait. Je me dis, c'est sûr qu'on peut faire quelque chose avec. On peut pas laisser tomber le projet. Et alors, je me dis, je vais continuer de mon côté. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'entreprise où j'étais, je faisais pas réellement de l'intelligence artificielle. Et moi, j'avais besoin de faire de l'intelligence artificielle pour progresser déjà dans un premier temps, pour devenir meilleur. Et surtout parce que moi, ce que j'aime dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'IA, c'est même pas que l'IA en elle-même, j'allais dire c'est que l'IA en elle-même, non, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais il faut que ça reste dans le cadre de l'IA. Et moi, l'entreprise où j'étais, c'était vas-y, fais-moi un PowerPoint. Voilà, t'es embauché en tant que spécialiste intelligence artificielle, data scientist, data analyst, et on te fait faire quoi? On te fait faire des PowerPoint, des présentations, c'est bon. Enfin bref. Et donc du coup, ben, moi, de mon côté, j'ai continué à alimenter cette base de données. Cette fois-ci, j'étais seul, parce que forcément, j'étais le seul à être dans une entreprise bizarroïde. Les 3 autres collègues, bon, il y en avait un où ça se passait à peu près comme moi et les 2 autres, ils étaient dans une bonne entreprise, donc voilà. Mais moi, en gros, je me dis: «Non, il faut quand même que je valide le truc, il faut que j'avance et puis le projet, j'ai envie de le continuer». Donc je l'ai fait monter jusqu'à 500 types de roches dans les lithologies. Je me dis: «Là, on peut pas abandonner, il y a quelque chose à faire». Et le temps passe, forcément ça se tasse. Ça se tasse, ça se tasse. Et l'année se finit. Donc on finit notre année, nos 2 ans, c'était 2 ans. 1 an et demi, 2 ans de contrat pro de notre école Microsoft. Et on était un peu blasés quand même, hein, parce qu'on s'est dit, tout ça pour ça quoi, voilà quoi, pourquoi faire, hein? Pourquoi faire? Mais bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que Schloom ont ouvert une nouvelle structure, un nouveau projet. Et en fait, ce projet, il est un peu à l'instar d'à l'époque avec Together, où c'était l'État et une structure professionnelle qui avait fait, en gros, un concours pour trouver des pépites de start-up. Et en fait, Shloom, ils ont fait la même chose. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait la même chose? Et ça coïncide un peu avec le corona, en fait, cette époque. Ça veut dire que vraiment, ça s'est chassé-croisé, même limite, c'était en même temps. Pas même, c'était en même temps. C'était en même temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un moment où l'État français a dit des grosses entreprises font une transition écologique et réduisent leur consommation. En gros, il y avait des subventions à récupérer. Et forcément, Schloom, les opportunistes, ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont dit nous, on va créer en fait un module qui s'appelle Spark. Schloom était la structure professionnelle et ils sont partis voir une structure d'État. Ils ont dit on va fusionner les deux, on va faire un concours. Et ce concours, on va l'appeler Spark. Et les gagnants, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont continuer avec Schloom et ils vont faire de l'intrapreneuriat comme ce que je vous ai raconté précédemment. Donc, ils vont créer une entreprise qui appartient partiellement à Shloom. Et du coup, moi, je rappelle mon équipe tout de suite. Je dis, les gars, là, faut se remettre dessus. Mais le problème, c'est que dans mon équipe, il y en avait 2 qui étaient passés à autre chose, qui étaient professionnellement soit engagés dans notre entreprise, soit qui avaient plus envie de s'investir dans ce projet, chose que je comprends. Et il restait justement moi et un autre collègue, un autre ami, et on va l'appeler N. N pour pas que j'oublie, parce que N, il est important dans cette histoire. Et justement, N, lui aussi, il s'est dit, ah ouais, ce projet, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on se lance à 2. On fait notre candidature à Spark, on est pris. Parce que forcément, Shloom connaissent le potentiel du projet, ils savent qu'il y a quelque chose à gratter. Surtout que notre projet à nous, on peut le tourner vers l'écologie, en fait. Parce que si tu connais le type de roche et le type de sol que tu es en train de forer, ça permet à énormément de secteurs d'être plus écolo, d'être plus responsable et aussi forcément d'être économiquement plus rentable et éco-responsable aussi. Par exemple, on peut faire du forage pour les nappes phréatiques pour avoir de l'eau potable pour certaines régions où c'est plus compliqué. On peut aussi limiter la casse en termes de forage pour les bâtiments, pour le BTP et encore pour le forage pétrolier. Et donc on est accepté, on doit faire la présentation du projet au sein du jury de Sparks. Et moi, la veille, vraiment la veille, je tombe malade. Et je sais toujours pas de quoi je suis tombé malade, à part peut-être si c'était le corona. Parce que le corona est arrivé exactement, vraiment, ça a 1 semaine d'intervalle. Donc peut-être que j'ai chopé le corona avant que ça devienne officiel 1 semaine après. Et je le chope la veille, et je tombe malade, et je dis à N justement, laisse tomber, c'est mort. J'ai dit, moi, je peux pas venir. Il me dit, non, tu peux pas me faire ça, pourquoi tu fais ça, nanana. C'est hyper important, j'ai besoin de toi, c'est toi qui es fort en présentation, tout ça. Je dis, ouais, mais là, c'est mort. Moi, j'ai essayé de décrire ce que j'avais. Je dis, ah, c'est bon, t'as la grippe, tu prends un Doliprane, tu te lèves, tu viens.
Et j'arrive à le booster, je lui dis: «Va le présenter tout seul. T'en es capable, va le présenter tout seul. Si je peux le faire, tu peux le faire, il y a pas de problème et tout». Ceci amenant cela, il réussit et on arrive à se faire accepter à Spark et le problème, c'est que on commence à nous demander de rendre des comptes très tôt. Voilà, ça se passe comme ça, vous acceptez ou vous acceptez pas. On est censé faire un rendez-vous ensemble, mais entre-temps, on continue à échanger par téléphone, par mail et tout et on nous dit: «Voilà, on va vous envoyer, les contrats qu'il faut signer», tout ça et moi, depuis l'histoire du hackathon, j'ai dit: «Moi, je vais bien lire ce que je signe maintenant, je vais bien me rendre compte, de ce que je suis en train de faire et dans quoi je mets les pieds». On reçoit justement ces fameux contrats avec N et je lis des choses qui ne me plaisent pas. Je lis des choses qui ne me plaisent pas parce que, on nous demande encore une fois de tout fournir. Donc de fournir tous les documents, de fournir toutes les données, de fournir, l'algorithme, tout ça, tout ça. Moi déjà je suis réticent, hein. Je suis réticent parce qu'ils ont essayé de nous la mettre à l'envers une fois déjà. Donc, j'ai dit: «Une fois, pas 2». Et entre temps, on avait besoin d'un géologue, justement. Parce que moi, je faisais office de géologue intermédiaire. Schlume nous dit: «Bah, écoutez, cette personne-là, qui travaillait chez nous en tant que géologue avant, elle est venue nous ressolliciter et elle est intéressée. En gros, elle cherche une entreprise qui travaille à Spark et je vous ai proposé. Donc, mettez-vous en relation». Et ce géologue, donc c'était un géologue qui avait des années d'expérience, hein, c'était vraiment un mec qui avait travaillé un peu de partout dans le monde. Et il nous dit: «Attends, c'est formidable votre projet». En gros, on le rencontre un soir dans une grande ville et en plus, j'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec ça. Mais en gros, on était parti à un Starbucks pour parler du projet, pour mettre les choses au clair, tout ça. Et il avait payé, en fait, c'est lui qui avait payé un peu sa tournée, comme on dit. Il avait payé le café à tout le monde. Et moi, justement, je bois pas de café. Et du coup, je lui dis: «Je bois pas de café». Il me dit: «Tu veux quoi?» Je regardais s'il y avait la carte de Starbucks. Il y avait une espèce de thé. Je dis: «Ouais, je vais prendre un thé, tu vois. L'été, ça passe crème, c'est toujours bon et tout». Et en fait, je me suis trompé dans la commande. Je sais pas ce que j'ai pris. C'était ignoble. C'était vraiment ignoble. Starbucks, arrêtez tout ce qui est à base d'herbe, à base de tout ce qui est vert. Vous l'enlevez de votre carte parce que franchement, c'était abominable. Et justement, on arrive à se mettre d'accord. Il vérifie notre. Donc, je lui montre une partie de la base de données. Et ah oui, il faut savoir qu'il n'y a que moi qui est l'exemplaire de la base de données. Et justement, je montre la base de données. Allez, je vais l'appeler J. J. Et je montre la base de données à J. Et J, en gros, il me dit, ouais, il dit, attends, il dit, c'est vous qui avez fait ça? On lui dit, ouais. Il me dit, attends, t'es sûr, vas-y, dis-moi c'est quoi. En gros, il me teste. Je dis, ben ça, c'est carbonate. T'as raison, vas-y, ça. Je dis, ça, c'est classique. Il me dit, mais attends, t'es devenu un géologue, en fait. T'es devenu un géologue entre-temps. Et moi, j'étais content, tu vois. Je lui dis, ouais, c'est parce qu'on a travaillé le truc, tu vois. Je dis, je sais, en fait, je comprends pas tout ce qu'il y a derrière. J'ai pas fait des études pour, mais j'ai tellement mis les mains dedans que maintenant je connais, en fait. Je sais comment classer carbonate, clastique, Other, les lithologies et les sous-classes et tout ce qui s'ensuit. Et en gros, il nous dit, bah écoutez, moi je valide la base de données. Il dit, écoutez les gars, il y a vraiment quelque chose à faire. Il dit, parce que maintenant, même si l'algorithme des autres l'ont déjà fait, comme Central Supélec, tout ça, par contre, ce que tout le monde ne fait pas et n'a pas fait, c'est cette base de données. On me dit elle est unique. Je dis même que c'est limite, elle est unique dans le domaine, elle est unique dans le monde en fait. En gros, personne n'est fou au point d'aller classer des lithologies, des types de roches, de personnes qui décident comme bon leur semble. En gros, c'est trop prise de tête, c'est trop casse-tête. Les gens préfèrent perdre de l'argent et perdre du temps. C'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en gros, il nous dit voilà, et il nous dit ça, ce type de base de données, ça peut se vendre, et là, il nous sort un gros chiffre. Hein. Il nous dit ça peut se vendre 200 000 euros. Et nous, on se regarde avec haine, nous, roturiers, si je puis dire, hein, vraiment va-nu-pieds de tous nos délires de start-up crachés, de projets échoués, abandonnés, avortés. Et on se dit, attends, là c'est bon. Là, on est à fond dedans. Et justement, c'est pour ça que quand j'ai reçu les conditions de Schloum, j'ai dit non. Là, faut faire attention parce qu'ils vont nous douiller une deuxième fois et cette fois, ils vont nous douiller une bonne fois pour toutes. Et donc, il y a des échanges de mails et en fait, moi, je refuse. Voilà. Je refuse et il faut savoir que nous, on est dans un espèce de groupe, je sais plus si c'était Discord ou Teams ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a moi, il y a N et il y a J. On parle et on dit voilà, écoutez, nous, on a reçu ça, moi, j'accepte ça, toi, t'acceptes ça, toi, t'acceptes pas ça. Voilà, on essaie de trouver des compromis, de se mettre d'accord. Et moi, il y a un truc que je veux pas changer, c'est les conditions de fournir les documents et les données. Ça, je n'accepte pas. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, comment c'était écrit, c'était tendancieux. Ça veut dire que on nous dit fournissez tous les documents et tous les données. Et le truc, c'est que ça, juridiquement, si c'est pas précis, on peut vous demander tout type de documents, tout type de données. Ça fait que demain, juridiquement, tu peux te retrouver au tribunal et tu te tais, tu donnes tout. Et moi, je refusais à bloc. Ça avait commencé en fait à agacer l'autre partie. Et en gros, ils ont dit bon, ok, on se fixe un rendez-vous et cette fois tu viens. En gros, ils me disent cette fois tu viens. Tu nous poses pas en gros un lapin, tout ça. Je me dis, oh, c'est bizarre qu'ils le prennent comme ça. Si j'étais malade, j'étais malade. Je l'ai dit, j'ai dit que j'étais malade, tout ça. Et en fait, eux, ils pensaient
parce que je vais vous raconter l'anecdote, ça fait partie de cette grande anecdote, une petite anecdote dedans. En gros, quand j'ai refusé, ils étaient pas contents et ils s'envoient des mails entre eux. En fait, cet idiot qui représente l'autre société, il me met en copie où il répond à un de mes mails pour vouloir envoyer un mail au gars qui gère Shloom. Et du coup, ils s'envoient des messages entre eux. Et du coup, je vois des choses que je suis pas censé voir parce qu'il m'a mis dedans, tu vois. Il m'a transféré le mail. Et donc, je commence ma journée, je check mes mails et tout. Je vois, et en gros, ça me cite, en gros, moi, ça me cite. Donc, je vais dire le Temblon parce que je veux garder mon anonymat, vous le savez très bien. Et en gros, il dit, ouais, le Temblon, il fait trop de manières pour qui il se prend. Et de toute façon, c'est très bien qu'il aime se faire désirer. La dernière fois, il était pas malade, il a fait exprès de pas venir. En fait, il prend pas la chose au sérieux. De là découle un appel explosif. Donc directement, moi, je m'énerve et je les appelle en fait. Je leur dis, on fait une réunion maintenant, tout le monde, et on va mettre les choses au clair. Et du coup, on s'appelle, on fait un espèce d'appel groupé. Moi, je commence, je dis, écoutez, si vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites en face. Vous commencez pas à faire des trucs par derrière et tout. Je déteste ça. Et ils disent, non, mais on n'a rien et tout. Je dis, mais toi, tu me prends pour un idiot. J'ai vu le mail. Je dis, toi, tu me prends pour un idiot en fait. À quoi tu joues en fait? Je l'ai vu. T'es là, tu crois que je fais ci, je fais ça. Il me dit bon ben maintenant que c'est dit, voilà, maintenant que t'as vu, c'est bon, hein, nanana, voilà, nous on pense que tu fais ça, que vous n'êtes pas investi, hein, que vous êtes des opportunistes. Ah, désolé, je viens de taper sur ma table parce que ça m'énerve encore en fait ce qu'il m'a dit. Le mec, il nous dit vous êtes des opportunistes. Et moi déjà là, je suis là, je suis subjugué par cette réflexion. Vous sous-entendez quoi? Ils disent ben en gros, vous voulez juste prendre le pognon qu'il y a à faire dans ça. Je dis d'accord, c'est le principe. Je dis on va pas travailler gratuitement. Je dis oui, il y a tout le délire écologique, entrepreneurial, tout ça. Je dis mais bon, nous, on s'investit, on perd du temps, on perd de l'argent. Il nous faut de l'argent pour ne serait-ce que pour financer le projet, pour travailler sur le projet. Nous, on voulait à temps plein, mais même ne serait-ce que partiellement. Et là, il y a le gars de Shloom qui me dit non mais ouais déjà toi la dernière fois, tu voulais pas nous donner le projet, ce que tu as fait et tout. Je dis ben ouais, je l'ai pas donné avant, je le donnerai pas maintenant. Je dis voilà, moi, c'est comme ça, c'est les conditions. Moi, je vous donne rien. Vos conditions de contrat, elles sont tendancieuses. Je dis moi, j'accepte pas. Le projet, on l'a fait, il vaut quelque chose. Et on a eu confirmation avec les géologues, donc vous n'aurez rien tant qu'il n'y a rien de solide par derrière. Ils me disent ouais, mais vous savez, nous, on est Schlumberger, on vous donne notre nom. Notre nom, c'est important. Je dis ah d'accord, ouais, c'est vrai que c'est important. Je dis mais on n'a pas besoin de votre nom. Déjà, dans un premier temps, ce qui est fait est fait. Donc, on a déjà fait l'hackathon chez vous. Il y a des preuves comme quoi on est arrivé telle position, tout ça, qu'on a fait quelque chose. Et je dis en plus de ça, nous, on sort d'une école Microsoft. C'est quoi qui pèse le plus, Microsoft ou Shloom? Qui est le plus connu aux yeux du grand public? Parce que là, le truc, c'est que comme on va faire un projet écologique, c'est l'aval du grand public. C'est un peu la validation sociale. Les gens, quand on parle d'écologie, c'est plus le peuple. Ils vont regarder les plus gros, ils vont regarder Microsoft, ils vont pas regarder Shloom. Arrêtez de jouer sur ça, dites-nous réellement ce que vous voulez. Ils me disent, bah écoutez, nous c'est très simple, il faut que vous signiez. Je dis, mais vous avez osé quand même nous insulter, parce que pour moi c'était une insulte. Pourtant, comme je vous l'ai dit, j'ai rien contre le fait d'être opportuniste, il faut être opportuniste. Mais eux, comment ils l'ont employé, c'était vraiment, ça sonnait insulte. En gros, tiens, mange, toi, t'es un opportuniste, on t'a catégorifié comme ça, t'es là que pour l'argent, tu t'en fous du reste. Et nous, on a travaillé de fou sur le projet, on était investis dans le projet, ils nous sortent ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent eux? Parce qu'eux, ils travaillent dans l'industrie pétrolière. Si c'est pas pour l'argent que tu le fais, c'est pourquoi? Toi, ça veut dire, tu vas mettre tes mains dans la boue le matin, sous le cagnard, le soleil, il te tape sur le crâne, par pur plaisir. C'est de la passion. C'est comme en informatique, c'est de la passion. T'es payé par la passion. Non, non, c'est de l'opportunisme. T'es là parce que le pétrole, ça rapporte de l'argent. T'as pas le droit de dire ça alors que toi-même, c'est ton métier d'être opportuniste. J'étais là pour l'argent, arrête de me prendre pour un idiot. Donc oui, on est des opportunistes. Oui, nous, on est des opportunistes, mais comme vous l'êtes. Donc maintenant, faut arrêter de se mentir. Vous êtes là pour les subventions, vous allez gagner de l'argent, nous, on va gagner de l'argent. Et si le projet, c'est le but de ce projet-là, s'il peut aider la civilisation humaine, s'il peut aider le peuple, s'il peut aider le domaine, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je préfère faire un projet qui sert et qui me rapporte de l'argent qu'un truc qui me sert à rien et qui me rapporte juste de l'argent. C'est logique en fait. Et donc du coup, ils disent bon, écoutez, ils ont fini par céder de leur côté, parce que moi j'ai renié à bloc. Ils ont dit ok, on va essayer de voir avec les présidents de nos organisations respectives, de nos entreprises respectives, ce qu'on peut faire pour modifier les termes du contrat. Il dit, mais par contre, les documents, ça va être compliqué. Je vais voir ce que je peux faire avec ma supérieure, avec la patronne, tout ça, tout ça. Je dis, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et donc, du coup, il est censé avoir un rendez-vous. Ce rendez-vous, on le fait. Et ce rendez-vous, il tombe
peut-être un week-end avant l'annonce du corona. Et donc, du coup, on fait cette fois ce rendez-vous en présentiel. Et donc, forcément, l'ambiance, elle était un peu bizarroïde au vu des problématiques qu'on avait rencontrées et de ce qu'on s'était dit au téléphone auparavant. Et ça n'avait pas bougé, en fait. Ils avaient modifié 2-3 trucs. Moi, je leur ai dit non, vous modifiez tout. Et je n'accepterai pas de vous fournir de façon tendancieuse les données, l'algorithme, l'intelligence artificielle et les documents. Vous me dites précisément les documents que vous voulez et je vous dis si j'accepte ou pas. Et ils voulaient pas en démordre. Donc ça s'était soldé sur ça. Et en gros, ils ont dit, bon, écoutez, on va y réfléchir. Encore une fois, je vais voir avec ma patronne, je vais voir ci, je vais voir ça. Et je dis, ok, on continue, on reste en contact. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ah, là, je mets un petit temps de pause, parce que ça fait quand même un petit moment, là. Franchement, je pense que c'est vraiment l'épisode le plus long. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Bon, je vais arrêter de faire du suspense, parce que sinon, vous allez quitter la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est déjà bien. En gros, un jour, parmi les jours qui ont suivi le rendez-vous, je reçois un appel de haine qui me dit, faut qu'on parle en gros. Il me dit, faut qu'on parle. Je dis, vas-y, vas-y. Il me dit, ok, c'est pour le projet et tout. En gros, je t'explique. Il me dit, tu vois J? Je dis, ouais, je vois J. Il me dit, écoute, J, il a dit, Eltemblone, il est nuisible au projet. Eltemblone, il est problématique parce que il ferait mieux d'accepter, parce que sinon, ils vont pas accepter de leur côté, et au final, on va rien avoir. Et là, en gros, il commence à lui raconter sa vie. Mais en gros, lui, son but, c'était de réintégrer Schloom, parce qu'en gros, lui, il avait travaillé auparavant chez Schloom. Il avait lancé sa propre boîte, il s'était lancé en indépendant en tant que géologue. Il a voulu revenir en France, travailler chez Schloom. Et en gros, il y a Spark qui est tombé à ce moment-là, il s'est dit, opportunité, tu vois. Il me dit, ouais, voilà, en gros, je veux qu'on te bouge du projet. Franchement, quel niveau c'est d'ingratitude? Ça veut dire que toi, t'es arrivé aux abois à Schlumberger. Pour qu'ils te récupèrent, ils t'ont mis un next. Ils t'ont dit, vas-y, bouge, bouge, bouge. Mais ouais, tu sais quoi, on est gentil, on te met avec les deux saoulants là-bas. Là. Les deux qui saoulent là-bas, ils ont un projet intéressant, peut-être tu vas réussir à te faire de l'argent avec. Nous, on t'accepte. On t'accepte. Et toi, t'arrives, t'es là, tu veux bouger le créateur du projet. Tu veux bouger le gars qui a fait le plus dans le projet. Mais c'est quel niveau d'ingratitude? C'est quel niveau? C'est fou. Ça, je vous le dis parce que c'est important dans l'anecdote. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Même collègue de travail, c'est pas vos amis. Tant mieux que ça a été N, mon collègue de travail, dans cette entreprise, dans ce projet. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, tant bien, il l'aurait accepté. Il l'aurait accepté, il aurait dit, ouais, vas-y, t'as raison. Parce que dans ce milieu, ce ne sont que des requins. En fait, les requins, même les requins, c'est bien les requins. Pourquoi je vais insulter les requins? Non, ce sont des rats. Ce sont des petits rats, ce sont des nuisibles. Voilà, tout simplement. Ce sont des nuisibles. Et donc, forcément, Sparks ne se fait pas. Sparks ne se fait pas. Pourquoi? Parce que le cours tombe juste après. Qu'est-ce qui se passe? Plus de rendez-vous, parce qu'on peut plus se déplacer. Il y a le délire des masques, il y a le délire de tu peux pas sortir dehors, il y a le confinement. Et donc, c'est mort de chez mort. Chacun travaille chez soi, mais plus personne ne travaille sur le projet. Et moi, je commence à faire des vidéos sur Internet. C'est le fameux moment où je commence à faire des vidéos sur Internet. J'avais déjà commencé à faire quelques vidéos, mais j'étais pas 100% investi parce qu'il y avait encore le projet, même d'autres projets en intelligence artificielle qui étaient encore là en fait. Et puis j'ai continué par la suite à faire des certifications, j'ai continué à faire des cursus en ligne. Donc j'avais pas trop le temps de m'investir dans tout ça. Et après, donc je faisais quelques vidéos par moment. Et puis après, je me suis vraiment investi. Et peut-être on en parlera du monde de la création de contenu, du marketing digital et de l'influence et des influenceurs si vous voulez, parce que là aussi j'ai énormément d'anecdotes depuis que je suis dedans. Des abonnés, j'ai travaillé avec beaucoup de marques, j'ai rencontré d'autres influenceurs, j'ai fait des salons. Donc peut-être on en parlera dans un prochain cockpit. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi, je me dis, ah c'est dommage que le projet est au point mort comme ça, je vais en faire une vidéo. Et pour ceux qui l'ont vu, c'est la vidéo où je parle justement d'un projet qui pourrait révolutionner le monde, du forage pétrolier, d'un projet qui est à l'abandon, c'est dommage tout ça. La vidéo fait pas beaucoup de vues parce qu'on va pas se mentir, pour intéresser les gens à ce type de contenu, à ce type de domaine, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est hyper niché, c'est hyper niché. C'est un domaine qui est là juste pour faire de l'argent, on va pas se mentir, c'est juste pour faire de l'argent. Et donc forcément, trouver un intérêt, du divertissement et de la passion dedans, c'est compliqué. Et donc, tu touches personne à part une personne qui m'a contacté. Et bon, je sais pas si je vais me faire striker par YouTube. Donc, je vais faire comme pour N et pour J. Je vais dire le début. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne-là, elle était d'origine R, si vous comprenez bien. Elle était de l'origine du plus grand pays de la planète. Et ce plus grand pays de la planète, c'est aussi un pays qui a beaucoup d'argent et c'est un pays qui a aussi des grandes sociétés dans le monde du forage pétrolier. Lui, en gros, c'est un intermédiaire entre le plus grand pays du monde et les autres pays pour trouver des startups, des entreprises, des opportunités. Et lui, ce qu'il fait, en gros, c'est que lui, il fait la passerelle et il prend un pourcentage.
Ça veut dire que si nous, demain, on signait avec une entreprise, eh bien, il prenait 20% de ce qu'on a signé. Et justement, on avait eu un rendez-vous avec lui, avec N. On a discuté, on s'était mis d'accord, On lui avait dit, écoute, nous, on accepte, donc c'était un accord oral, mais nous, on est fiable. On est fiable. Si on le dit à l'oral, on le met à l'écrit après, il n'y a pas de souci. Donc, on avait convenu 20%, et les 20%, c'est dit, bon, ok, c'est cool, on fera les documents pour, tout ça, tout ça. Il dit, ouais, mais vous savez, dans le pays R, c'est pas comme en France. Je vous le dis tout de suite, vous allez devoir vous déplacer. C'est pas le même monde, c'est pas le même pays, c'est même pas la même politique, c'est pas les mêmes États. Vous allez devoir venir à la capitale, on en parlera et tout. Et en vrai, nous, on était chaud, on était chaud. On se disait, ouais, on va peut-être réussir à enfin faire quelque chose de ce projet. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Ah, franchement, là, je m'en frotte les yeux. Parce que je suis fatigué de ce projet. Je suis fatigué de ce projet, les gars. Vous vous rendez pas compte à quel point. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on finit par trouver une société qui est intéressée. Donc une société de forage pétrolier ou de distribution de pétrole dans ce pays-là. On commence à avoir des contacts. Et c'est toujours la personne notre intermédiaire, justement, qui fait justement l'intermédiaire. Et les choses, elles commencent à s'accélérer. Il nous dit, ouais, c'est bon, machin, vous inquiétez pas. Et ça n'avait plus à une entreprise là-bas. Et c'était une entreprise R, justement. Et cette entreprise R, je me souviens plus trop le nom, c'est pour ça que je vais pas dire de bêtises. Mais voilà. Et à votre avis, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour ça, je me dis, ça me fatigue. Eh bien, le pays R rentre en conflit, parce que là aussi, je vais essayer de nuancer mes propos parce que j'ai pas envie de me faire striker, avec un pays qui commence par U. Et depuis ce conflit, l'intermédiaire a disparu. Voilà, comme ça, au moins, vous le savez, l'intermédiaire a disparu. Et j'ai essayé de le recontacter plusieurs fois et il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de réponse. Donc voilà. Voilà. On arrive à la fin de cette anecdote. Le projet est toujours en stand-by. Le projet est toujours en stand-by, il est toujours là. J'ai toujours la base de données. On a l'IA. On a tout. On a tout pour que ça fonctionne encore. On a tout pour travailler dessus. On a tout. Le projet est là. Le projet est viable. Mais le projet n'intéresse personne maintenant. Enfin, du moins, le projet n'a pas la visibilité déjà qu'il mérite, selon moi. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment un projet qui pourrait aider. C'est vraiment un projet qui pourrait aider, ne serait-ce que dans l'industrie pétrolière. Et voilà, donc voilà où on en est. Le projet le plus important et aussi le projet le plus conséquent. Vous avez vu toutes les anecdotes, vous avez vu tous les retournements de situation. Je sais pas si j'ai fait du bon storytelling, parce qu'on va dire que cette émission, c'est un peu, je vous ai dit, c'est un fil rouge et après je m'éparpille. C'est plus une discussion, un podcast. Et j'espère que vous appréciez ce format. J'espère que vous appréciez Cockpit. Et donc, n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas à écouter. N'hésitez pas à soutenir Cockpit. N'hésitez pas à soutenir Atlas, le fameux projet, avec 1000 péripéties. J'espère que vous avez apprécié Cockpit numéro 3, la suite de Cockpit numéro 2, forcément, mais surtout la suite directe, étant donné que c'est l'entrepreneuriat en France. Et écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller checker tous mes réseaux sociaux. Je suis actif sur tous, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord dans la description, qui est un Discord dans lequel vous allez avoir tous les bons plans tech et gaming, mais aussi toute l'actualité tech et gaming. Et pour terminer, n'hésitez pas aussi à aller checker mon site, où vous allez avoir des produits exclusifs Eltemblon. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous avez écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un prochain cockpit. C'était Eltemblon. Faites comme les 2 pouces, likez, abonnez-vous. Ciao.